Oliver Twist, chapitre 6 revient au joyeux vieillard et à ses diverses relations, puis traite de la suite du séjour d'Oliver chez M. Bronslow. Profitons de cette faiblesse d'Oliver pour lever le suspense sur le sort des deux protégés du joyeux vieillard. Dès qu'il l'avait pu, Jack Dawkins et Charles Ebbat avaient faussé compagnie aux poursuivants pour prendre le chemin qui les ramène au logis. Dans son repère, Fagin les entendit monter l'escalier. Il était assis près du feu, tenant un cervelas d'une main et un petit pain de l'autre. « Et là, se dit-il, ils ne sont que deux. Qu'est-ce que cela signifie ?» Les pas atteignirent le palier, la porte s'ouvrit, le filou et Charles Ebbat entrèrent lentement avant de refermer derrière eux. « Où est Oliver ?» demanda Fagin en se levant, l'air menaçant. Les deux jeunes voleurs se regardèrent l'un l'autre, visiblement mal à l'aise, mais ne firent aucune réponse. « Qu'est-ce qui lui est arrivé, hein ?» demanda Fagin, en saisissant Jack Dawkins par le col. « Tu vas parler ou je t'étrangle ?» Le vieillard semblait si résolu à le faire que Shirley, redoutant qu'il l'étrangle en second, se jeta à genoux et se mit à gémir très fort. « Tu vas parler ?» hurla Fagin, en secouant le filou. « Ben quoi, les poulets l'ont alpagué !» dit le garçon. « Et puis après ?» En même temps, il se tortilla tant et si bien qu'il glissa de sa veste, laquelle resta vide aux mains de Fagin. Puis il se saisit de la grande fourchette et tenta d'emporter un coup de pointe au joyeux vieillard. Avec une agilité surprenante chez un homme d'aspect aussi décati, Fagin se fit un bond en arrière, saisit un pot d'étain qui se trouvait sur la table et le lança sur son assaillant, qui baissa la tête et l'évita. « C'est quoi ce Beans ?» gronda alors une voix grave. « Quel est l'animal qui m'a jeté ça? J'ai le colbat plein de bière à cette heure. Cocagne que c'est pas le pot que j'ai reçu, parce que je ferai de la casse. Allez, entre-toi, sale vermine. T'as honte de ton maître ou quoi ?» Celui qui venait d'entrer et de parler de la sorte était un gaillard râblé, d'environ 35 ans, vêtu d'un manteau de velours noir, d'un pantalon de toile bise, horriblement taché, et de bas coton gris, qui enserraient deux grosses jambes, ce genre de jambes qui semblent nues tant qu'elles ne sont pas munies de fer et de boulets de forçat. Il avait autour du cou un foulard sale avec lequel, tout en parlant, il essuyait la bière qu'il avait reçue. Quand il eut terminé, il offrit au regard une face épaisse qui n'avait pas été rasée depuis 3 jours et des yeux méchants dont l'un portait les marques d'un coup récent. « Va coucher !» ordonna l'homme, en donnant un coup de pied à un chien blanc hérissé, dont la tête affichait au moins 20 cicatrices. Le chien, sans gémir, se coucha dans un coin et se mit à regarder autour de lui, en clignant ses petits yeux toutes les 3 secondes. « Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» demanda le nouveau venu à Fagin, en se laissant tomber sur une chaise. « Tu maltraites les morpions ? Je me demande comment ils t'ont pas encore troué la paillasse. Moi, si j'étais à leur place, il y a longtemps que je l'aurais fait. »« Chut, Bill, ne parle pas si fort, les mots m'écoutent. » Tout content de lui, M. Saxe se renversa sur une chaise et demanda à Fagin de lui servir un peu d'eau de vie. Il en vida 2 ou 3 verres avant de prêter enfin attention aux garçons qui dévoilèrent les circonstances de l'arrestation d'Oliver, circonstances améliorées, d'autant que le filou le jugea nécessaire. « J'ai peur, » ajouta Fagin, en guise de conclusion, « que le petit dise quelque chose qui nous colle dans les embrouilles. » Il y eut une pause pendant laquelle chacun des membres de cette petite assemblée demeura plongé dans ses réflexions. « Faut qu'on sache ce qui lui est arrivé chez les flics, » dit M. Saxe. « S'il n'a pas jacté et qu'il est à l'ombre, il n'y a pas de risque, tant qu'il ne ressort pas.
Mais à ce moment-là, faudra que tu t'y remettes, hein, la main dessus. Fagin fit un signe de tête approbateur. Ce plan d'action était tout à fait convaincant. Mais il se trouvait que messieurs Fagin, Dawkins, Batt et Bill Sachs vouaient tous une antipathie profonde à l'idée de se rendre à proximité d'un commissariat. Aussi restèrent-ils un bon moment sans rien dire, ni rien faire. Ils le seraient demeurés encore plus longtemps si les deux charmantes personnes que le lecteur a rencontrées dans un chapitre précédent n'avaient pas frappé à la porte. « J'ai trouvé !» s'exclama Fagin en les voyant entrer. « Nancy va y aller, hein, ma chérie ?»« Où tu veux que j'aille ?» demanda la jeune personne. « Juste au commissariat, » répondit Fagin d'un ton câlin. « C'est pas la peine d'insister, parce que j'irai pas. »« T'es pourtant exactement celle qu'il faut, ma poule, » dit Bill Sachs, « vu que personne t'y connaît, là-bas. Te bile pas, Fagin, elle va y aller. » Monsieur Sachs avait raison. Comme Nancy avait transporté ses activités dans le secteur tout récemment, elle ne risquait pas, en allant chez la police, d'y rencontrer des têtes connues. À force de cajolerie et de promesses, elle accepta de se charger de la commission. Elle passa un tablier propre par-dessus sa robe, fit disparaître ses papillotes sous un bonnet, se mit au bras un panier couvert d'une serviette et prit une clé à la main. Des accessoires qui lui donnèrent un aspect convaincant de respectabilité, et s'en alla. En jouant avec un talent certain le rôle de la grande sœur inquiète, elle s'enquit de son cher petit frère auprès des représentants de la loi. « On ne l'a pas ici, ma chère demoiselle, » lui répondit-on. « Par tous les saints! Mais où est-il alors ?» s'écria Nancy, en montrant qu'elle avait beaucoup de mal à retenir ses larmes. « C'est le vieux monsieur qui l'a emmené. » Brisée par un accès d'émotion, elle enfouit le visage dans ses mains. Les braves représentants de la loi, émus par son désarroi, lui expliquèrent que le garçon, d'abord accusé du vol, avait été acquitté, et que, comme il était visiblement très malade, le vieux monsieur l'avait emmené chez lui, quelque part dans le secteur de Pentonville. Rompue par l'émotion, Nancy tituba jusqu'à la porte, puis, dès qu'elle fut dehors, changea son pas contre un autre plus rapide, pour rentrer annoncer aux autres le succès de sa délicate mission. « Pentonville, hein ?» dit Fagin, quand elle eut terminé son récit. « Faut que les mômes trouvent l'adresse exacte, » dit Sykes. « Après… » Là-dessus, il se leva de sa chaise, marmotta entre ses dents quelque chose comme « pas intérêt à moisir ici », siffla son chien et s'en alla sans se soucier de souhaiter le bonjour à la compagnie. Fagin comprit le sens de cette brutale désertion. Oliver n'avait pas parlé jusqu'alors, mais il pouvait le faire à tout instant. « Mes petits agneaux, filez, vous aussi !» dit-il en poussant Shirley Batt, le filou et les deux filles vers la porte. « Je vais fermer la boutique quelque temps. Ne revenez pas avant d'avoir découvert où se cache Oliver. Mais dès que vous l'aurez repéré, vous savez où me trouver. » À peine furent-ils sortis qu'il ferma la porte à double tour, se mit la barre, courut à la cachette dont il tira la boîte. Montres, bijoux et bracelets commencèrent à disparaître sous ses vêtements. « Là, pas encore mouchardé !» songea-t-il en vidant la boîte. « Ce qu'il faut, c'est lui serrer le kiki, avant qu'il nous dénonce à ses amis. » De son côté, Oliver revint assez vite de son évanouissement, mais il ne fut plus question de ressemblance dans la conversation, qui ne porta plus que sur des sujets propres à le distraire sans le fatiguer. Quand il descendit de sa chambre le lendemain, son premier mouvement fut de regarder le mur. Le tableau n'était plus là.
Il n'est plus là, dit madame Bedwin. Bronslow l'a fait décrocher. Il ne me faisait pas de mal, vous savez, répondit Oliver. Je l'aimais bien, voilà tout. Ce furent des jours heureux, ceux de la convalescence d'Oliver. Tout était si calme, si net, tout le monde était si gentil, qu'après ce qu'il avait vécu, il se croyait au paradis. Dès qu'il put s'habiller, M. Bronslow lui fit apporter des vêtements neufs, une casquette, des souliers. Jamais Oliver n'avait porté de vêtements neufs auparavant. Un après-midi, 8 jours après l'incident du portrait, M. Bronslow fit dire qu'il voulait le voir. Dans son bureau, le garçon s'y rendit. C'était une petite pièce toute garnie de livres, dont la fenêtre donnait sur un joli jardin. Le vieux monsieur était assis à une table près de la fenêtre. Il invita Oliver à venir s'asseoir près de lui. « Mon cher enfant, » commença M. Bronslow, en parlant sur un ton très gentil, mais en même temps très sérieux. « Fais bien attention à ce que je vais te dire. Je te parlerai franchement, car je suis sûr que tu es capable de me comprendre, aussi bien que des personnes plus âgées. »« Oh, monsieur, ne me dites pas que vous allez me renvoyer, » s'exclama Oliver, que ce ton grave inquiéta. « Ne me renvoyez pas, gardez-moi ici comme domestique, mais gardez-moi, ayez pitié de moi. »« Cher enfant, » dit M. Bronslow, « tu n'as pas besoin d'avoir peur, je ne t'abandonnerai jamais, sauf si tu m'en donnes un motif. »« Jamais, monsieur, jamais je ne vous le donnerai. »« Je pense que non. J'ai été déçu autrefois par des êtres à qui j'avais accordé ma confiance. Leur trahison m'a causé beaucoup de peine. Je te le dis pour que tu saches que j'ai souffert, et pour que tu saches encore plus, attention, de ne pas me blesser de nouveau. Tu dis être orphelin et seul au monde. Les renseignements que j'ai eus le confirment. Raconte-moi ton histoire et dis-moi comment tu t'es retrouvé dans la compagnie où tu étais quand je t'ai rencontré. Dis-moi la vérité, et tant que je vivrai, tu ne seras pas sans amis. Oliver s'apprêtait à raconter son histoire quand un coup de marteau résonna à la porte de la rue. Le domestique annonça « Monsieur Grinwing. »« Monte-t-il » ? ?»« Oui, monsieur. Il a demandé s'il y avait des muffins à la maison, et comme j'ai répondu que oui, il a dit qu'il montait prendre le thé. Monsieur Bronslow annonça en souriant à Oliver que Monsieur Greenwing était un très vieil et cher ami à lui, et qu'il ne fallait pas prêter attention à ses manières un peu rudes, parce qu'il était, au fond, un homme excellent et, et tout à fait digne d'amitié. À ce moment-là, entra en se soutenant sur une canne un vieux monsieur de belle corpulence, qui boitait d'une jambe. Il portait un habit bleu, un gilet rayé, des culottes et des guêtres de nankin, et un chapeau blanc. Il avait une façon de tourner la tête en parlant et de regarder latéralement qui lui donnait l'allure d'un perroquet. « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Le jeune Oliver Twist, dont je vous ai déjà parlé, » répondit M. Bronslow. Oliver s'inclina pour le saluer. « C'est le garçon qui a eu la fièvre, » dit M. Greenwing, en faisant un petit saut en arrière. « Qu'en pensez-vous » demanda M. Bronslow. « Charmant enfant, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas. »« Comment cela, vous ne savez pas ?»« Pour moi, tous les petits garçons se ressemblent. Je n'en connais que 2 sortes, les blêmes et ceux de face de bœuf. Celui-ci est un blême. J'ai un ami dont le fils appartient à la seconde catégorie. Il a de grosses joues, des yeux saillants, des coutures prêtes à éclater, tant il remplit ses vêtements, une voix stridente et un appétit de loup. Allons, Oliver n'a pas tous ses défauts. Il en a peut-être des bien pires. M. Bronslow tout sauta pour dissimuler son irritation. « Qu'en savez-vous de lui ?» enchaîna M. Greenwing, l'air ravi. « À part qu'il a eu la fièvre. La belle affaire d'avoir la fièvre. J'ai connu un charmant enfant qui l'a eu 6 fois et qui a fini pendu à la Jamaïque après avoir tué père et mère. Alors charmant, ça ne veut rien dire.
En réalité, l'allure et les manières d'Oliver avaient fait la meilleure impression sur M. Greenwing. Mais il était disposé à contredire le monde entier. Fort heureusement, le domestique entra en apportant le thé. Les muffins, qui étaient moelleux à souhait, eurent un net effet pacificateur sur l'humeur du vieil original, et ce fut sur un ton plaisant et presque complice qu'il demanda à son ami: « Et quand allez-vous entendre le récit complet et véridique de la vie et des aventures d'Oliver Twist ?»« J'aime mieux que ça se passe demain, » dit M. Bronslow. « Oliver, tu viendras ici à 10 heures. »« Oui, monsieur, » répondit Oliver. Il parla après une hésitation, parce que M. Greenwing fixait sur lui un œil rond et que ça l'intimidait. « Voulez-vous que je vous dise ?» chuchota ce dernier à son ami. « Je l'ai vu hésiter. Il ne viendra pas. »« Il vous trompe, mon cher. J'en mangerai ma tête. » C'était là l'expression dont M. Greenwing usait pour appuyer presque toutes ses affirmations. Elle était d'autant plus bizarre que la taille de la tête en question était telle que son ingurgitation ne pourrait certainement pas se dérouler en une seule fois. Le fait qu'elle était poudrée à l'excès permettant de la rendre encore plus délicate. « Je jurerais que ce n'est pas le cas, » dit tout bas M. Bronslow. « Il est honnête, j'en répondrai de ma vie. » « Et moi sur la mienne, de ce qu'il ne l'est pas. » « Eh bien, nous verrons. »« Nous verrons qu'il ne viendra pas. J'en mangerai ma... » Madame Bedwin l'interrompit en entrant avec un paquet de livres dont M. Bronslow avait fait l'acquisition le matin même. Les ayant déposés sur la table, elle s'apprêtait à sortir quand... « Faites patienter le commis du libraire, dit M. Bronslow. « Il a des choses à reprendre. »« Il est déjà reparti, monsieur. » »« Rappelez-le, le libraire n'est pas riche et ses livres ne sont pas payés. De plus, il y en a à rapporter. » On ouvrit la porte de la rue, on courut à sa poursuite, mais on ne rattrapa pas le commis. « Envoyez Oliver, dit M. Greenwing, avec un sourire ironique. « Oh oui, monsieur, laissez-moi les rapporter, dit Oliver. » M. Bronslow allait dire qu'il ne devait pas sortir, mais une toux malicieuse de M. Greenwing le décida à laisser aller l'enfant pour prouver à son ami combien ses soupçons étaient infondés. « Tu vas y aller, mon garçon, dit-il à Oliver en regardant M. Greenwing. « Tu diras que tu es venu rendre les livres et payer les 4 livres et 10 pence que je lui dois. Voici un billet de 5 livres. Tu devras me rapporter 10 shillings de monnaie. » Oliver mit fièrement les livres sous son bras, rangea le billet dans une poche, salua et quitta la pièce en reposant sa casquette sur sa table. Madame Bedwin, après lui avoir expliqué le chemin qu'il devait prendre, le laissa aller en le suivant des yeux jusqu'au coin de la rue. « Dieu le protège, dit-elle à voix basse, en refermant la porte d'entrée. « Je n'aime pas le voir courir les rues de la sorte tout seul. » De son côté, dans le bureau, le vieux monsieur se rassit à la table. Il tira sa montre de son gousset et la posa devant lui. « Il sera de retour dans moins de 20 minutes, dit-il. « Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il va revenir ? Il a des vêtements neufs, des livres de prix sous le bras, un billet de 5 livres dans la poche. Il ira rejoindre ses anciens amis et rira de vous. Jamais il ne remettra les pieds ici, mon cher. J'en mangerai ma tête. » Sur quoi il approcha sa chaise de la table et s'assit lui aussi, et les 2 amis attendirent en silence, la montre posée entre deux. La nuit tomba peu à peu. Bientôt, elle fut si épaisse qu'on ne parvint plus à distinguer les aiguilles du cadran. Pourtant, les 2 amis continuèrent d'attendre, sans mot dire, avec la montre entre eux.